Bonjour amis, aujourd'hui nous allons parler du comptoir financier, le comptoir de concentration financière. Et pour cela nous allons vous présenter les héros du jour. Le principal, c'est celui-ci. Il est peu connu, mais très connu par exemple en Pologne parce qu'il était un ami de Paderewski, un grand pianiste polonais qui un jour est devenu président de la Pologne. Alors ce président après, comme il avait été très impressionné par ce personnage ici, qui s'appelle le Dr House, il a fait faire une statue et à Varsovie, le Dr House trône là-bas dans un parc. Le Dr House est la personne qui a permis la fondation, la création de la Fed, c'est-à-dire la Federal Reserve américaine. Et il faut voir comment les choses se sont passées et de voir comment finalement ce monsieur, qui était devenu colonel, non pas parce qu'il avait fait ses preuves dans l'armée, mais parce qu'il avait fait ses preuves dans la politique, surtout au Texas, en faisant élire 3 gouverneurs successivement. C'est dire si cette personne était un manipulateur exceptionnel, voire la main invisible de toutes sortes de magouilles dont il avait la spécialité. Very soon, every American will be required to register their biological property in a national system designed to keep track of the people, and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as chargeback for our fiat paper currency. Every American will be forced to register or suffer not being able to work and earn a living. They will be our chattel, and we will hold the security interest over them forever by operation of law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivered the bills of lading to us, will be rendered bankrupt and insolvent, forever to remain economic slaves through taxation secured by their pledges. They will be stripped of their rights and given commercial value designated to keep us a profit that will be none the wiser. For not one man in a million could ever figure out our plans, and if by accident 1 or 2 would figure it out, we have in our arsenal plausible deniability. After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debt to the registrants in the form of benefits and pledges. This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest of expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call social insurance. Without realizing it, every American will insure us for any loss we may incur, and in this manner, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless without any hope for their redemption, and we will employ the high office of the President as our dummy corporation to foment this plot against America. Having established plausible deniability, even if people become enlightened that they had a remedy and pursued it, the attorneys, judges, and legislators could claim that they did not understand the people's claims, especially if the technical requirements for achieving it were not followed pursuant to statutory requirements. Requiring the public schools to teach civics, government, and history classes
out of federally approved, politically correct textbooks written by the publishing houses, owned by the owners of the Federal Reserve, would assure that the people would not discover the remedy for a long time, if ever. Un jour, il a été contacté par des personnes qui voulaient créer cette Fed, et vous avez ici tous les protagonistes de cette affaire. Donc ici le sénateur Albrecht, qui lui était propriétaire d'une île dans le New Jersey, et il faisait venir les autres collaborateurs, à l'exception de celui-ci, tous les autres venaient et s'installaient chez lui, soi-disant pour une chasse au canard, mais en fait, ils avaient commencé à faire ce que plus tard on appellerait un think tank. Et ce think tank, il faut bien le dire, était une façon particulière de réfléchir, et eux, ils l'appelaient, enfin ce monsieur Albrecht l'appelait inquiry, donc un peu comme on dirait après la questura, enfin un endroit où on se questionne et où on réfléchit. Et alors, grâce à ce monsieur Dr. House, ici, colonel House, avec l'aide de monsieur Warburg et les autres, je vais vous les présenter, ils se sont débrouillés pour créer cette Federal Reserve qui est en fait, voilà monsieur Warburg, et je vais vous montrer aussi d'autres, le plus important peut-être, un grand collectionneur de puces, voilà le dénommé Rothschild de Londres, qui lui aussi s'est intéressé vraiment à tout cela. Et ici, vous pouvez voir d'autres banquiers, donc le Warburg au centre, banquier, le Rockefeller, banquier, le Morgan, banquier. Voilà, tous ces gens vont être à la base de la création de cette réserve fédérale. Mais cette réserve fédérale, cette banque centrale américaine, contrairement à toutes les autres banques centrales, ne faisait pas partie de l'État américain. Elle a appartenu à tous ces banquiers, faisant ainsi à ces gens la possibilité de devenir des gens extrêmement riches. Alors qu'ils l'étaient déjà, ils sont devenus encore plus riches. Vous voyez, ici, il y avait un type très très riche qui est M. Rockefeller. Vous voyez, on dit d'ailleurs à son sujet que quand il est décédé dans sa maison, toujours au New Jersey, là-bas, dans des propriétés magnifiques, etc., ses enfants étaient absents, et donc après ils ont décidé, on va faire quand même l'autopsie. Et aussi bizarre que ce soit, quand ils ont donné l'autopsie, ils ont dit « Nous n'avons rien trouvé, il n'y avait aucun scrupule. » Cette personne décédée, il n'avait aucun scrupule. Alors peut-être il faut expliquer un peu ce que c'est que le scrupule. Le scrupule, ça vient de scrupulus, c'était un petit caillou quand les soldats romains l'avaient dans leurs souliers, encore que c'était peut-être pas des vrais souliers, mais enfin, quand ils avaient ça sous les pieds, ils avaient de la peine à marcher. Donc on disait c'est un scrupule, il fallait l'enlever. Mais petit à petit, c'est devenu aussi en matière de médecine comme une espèce de tumeur. Donc on appelait ça, on appelait aussi un caillou, une pierre. Donc on a dit, ben c'est un scrupule. Il n'avait aucun scrupule. Comme finalement, ça a un double sens, je trouve que ça va bien dans cette situation où ces gens n'ont eu aucun scrupule. Pour pouvoir constituer cette Federal Reserve, c'est-à-dire pour pouvoir constituer cette Fed, eh bien, l'inquiry, c'est-à-dire le think tank, a distribué les devoirs à chacun, etc. Toi, tu t'occuperas de la presse, toi, tu t'occupes des relations avec la banque, toi, tu t'occupes de la relation avec les industriels pour les chauffer, etc. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est médiatique, etc., pour que ça puisse, que les gens adhèrent à notre idée. Et le Dr. House, naturellement, puisqu'il était spécialisé, eh bien, à lui, on lui a donné le devoir de s'occuper, de trouver qui serait
le président des États-Unis qui pourrait venir s'asseoir à la table et signer la création de la Fed. Et naturellement, le Dr House a trouvé ce monsieur Woodrow Wilson, Thomas de son petit nom, Tommy comme l'appelait son papa. Dans les deux cas, vous avez ici des personnes qui sont quand même ensemble, le Dr House Wilson, vous voyez, c'est des personnages absolument extraordinaires puisqu'ils avaient des parents presbytériens, etc. Donc ça sous-entend beaucoup de choses, ça sous-entend énormément de choses aux États-Unis. Et vous voyez ici ces deux personnages. Vous pouvez comprendre que d'une part, le colonel House a été le chercher là où il était gouverneur, Woodrow Wilson, et il a tout fait pour qu'il puisse devenir président des États-Unis, et après, bon, ils l'ont un peu forcé à signer la fondation de la Fed, qui est devenue quelque chose de très important, tellement important que peut-être même aujourd'hui encore, peut-être qu'on doit dire que c'est vraiment quelque chose qui permet d'une part d'éditer de la monnaie, qui surveille tous les taux d'intérêt, enfin qui fait tout le travail d'une banque centrale, peut-être même, étant donné l'importance du pays, une banque mondialement centrale, et qui appartient à des banquiers, et qui finalement, grâce à ce système, continue à produire de la richesse. N'oubliez pas que depuis les subprimes, finalement, la bourse a pris 186%, donc c'est pas n'importe quoi. Et ici, on a une représentation un peu folle de ce que pourrait être la Fed. Vous voyez toutes ces pièces d'or qui sont là, avec derrière tous ces militaires qui défendent cette richesse. On a aussi fait des espèces de billets où on a illustré la Fed, donc le bâtiment, et ici le Dr House dans un billet de 20 $, qui naturellement n'a jamais eu cours, c'était des facsimilés, des spécimens, comme ils disent. Mais ça prouve bien l'importance que ça a eu sur le plan économique. Quant à M. le colonel House, qui pensait justement que finalement l'individu ne devait pas avoir trop d'importance. Il fallait non seulement que ça puisse devenir de la chair à canon, mais aussi de la pâte à modeler. Donc il faut pour ça bien penser que le mot individu chez monsieur le colonel House n'a pas vraiment une véritable signification, en tout cas toute sa signification de individu, c'est-à-dire d'être unité, d'être unifié qui pourrait se battre et conquérir sa liberté. Chez lui, il ne reste plus que le individu, c'est-à-dire l'être séparé, l'être isolé, l'être seul, qu'on peut modeler à volonté. Ça, c'était notre premier héros. Donc, je vous le remets devant pour que vous le regardiez bien une dernière fois, parce que c'est presque, on voit, c'est les types du Sud, on voit, il a son chapeau de paille et tout, ils sont presque sympathiques, mais enfin, ils ont fait que, grâce à leur capacité d'être les mains invisibles du système bancaire américain, on peut voir qu'ils ont été quand même des gens extrêmement puissants. Et il s'est même occupé en 1919, c'est lui qui s'est occupé du traité de Versailles. Il était envoyé là-bas pour représenter Woodrow Wilson, qui après s'est déplacé pour signer. N'oublions pas non plus le très beau livre que Freud et Bullitt ont écrit au sujet du président Wilson, qui est très intéressant et dans lequel il y a bien 35 pages dans la relation entre le président Wilson et le colonel House. N'oublions pas non plus le livre de Melvin Stemper. Ce livre de Melvin Stemper s'intitule Fruit of the Poisonous Tree. Il y a dans ce livre un chapitre 2 où on peut lire All you own belongs de Fed, c'est-à-dire le chapitre 2 de ce livre. Alors,
Voilà, nous allons quitter maintenant le Dr House et sa création pour pouvoir continuer à comprendre pourquoi on veut expliquer qu'il y aura le comptoir de concentration financière. Le deuxième personnage que nous aimerions vous présenter aujourd'hui, qui est aussi un personnage formidable et qui a aussi traité d'un problème d'économie, eh bien, c'est Isidore Isou. Isidore Isou, pas très connu comme économiste, mais très connu comme cinéaste. Alors nous avons parmi ces salles des films que l'on projette sur l'écran et d'autres films qui sont plus avancés dans l'évolution du cinéma et pour lesquels on n'a ni son ni image et où souvent le son et l'image sont réalisés par les spectateurs eux-mêmes dans le contexte d'un cinéma qui dépasse le temps et qu'il a lui-même qualifié de cinéma super-temporel. Il s'agit là d'œuvres qui sont fondées sur la participation du public. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le public participait plus ou moins à la réalisation des œuvres d'art. Et Isidore Isou, en 1960, a conçu un manifeste théorique qui déterminait la place exacte que le public devait tenir à l'égard d'une œuvre d'art. Et sur le plan des matériaux à partir desquels on réalise des œuvres, la toile pour la peinture, les balais, les chaussons pour le ballet, il a créé un art de la faisabilité pour le public de réaliser lui-même l'œuvre d'art. C'est-à-dire c'est une œuvre qui est réduite en tant qu'elle défie le temps et qu'elle le dépasse, à ce que des générations et des générations de public viennent, font quelque chose, c'est défait par d'autres, c'est complété par des suivants, et ainsi de suite, à l'infini. C'est une œuvre qui n'est jamais achevée, qui ne se termine jamais. Donc il est ici plusieurs films qui procèdent de cette structure esthétique qui, par ailleurs, a donné naissance aux happenings, aux events américains ou à d'autres structures où le public, plus ou moins exactement, est placé comme réalisateur des œuvres. Vous voyez, là, c'est dans un de ses films où il apparaît. Donc il est là, il aimait que les choses soient un peu abîmées, etc. Il a fait, lui, un traité d'économie nucléaire. Voilà. Ça aussi, c'est très important parce que c'est sous-titré « Le soulèvement de la jeunesse ». Donc ce soulèvement de la jeunesse, si on veut bien, pourquoi est-ce que lui, il fait un traité d'économie nucléaire et pourquoi utilise-t-il le mot nucléaire? C'est parce que lui, il a l'impression qu'il y a dans l'économie de l'après-guerre un espèce de noyau qui tient toute la nation et autour, il y a toute une jeunesse qui tourne autour, qui bombarde et puis qui essaye d'avoir sa place par rapport à ce noyau économique très fort. Donc, il a pris l'exemple du noyau de l'atome, d'où cette expression traité d'économie nucléaire. Mais lui, quand il parle de la jeunesse, comment est-ce que la jeunesse peut s'infiltrer et casser le noyau? Alors d'après lui, il y a deux moyens. Il y a un moyen qui est que la jeunesse pénètre le noyau et fait partie du noyau. Dans ce cas-là, c'est de la création ordinaire. Et on aura un exemple typique, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est l'exemple même d'une création ordinaire avec M. Zuckerberg et le Facebook. Voilà, donc là on a fait quelque chose qui s'intègre complètement dans une économie vieillotte et ancienne qui est celle, c'est en quelque sorte celle du Colonel House. Mais l'idée c'est qu'on pourrait aussi avoir dans le cadre d'une création, on pourrait avoir la création pure. Alors je veux vous montrer un exemple national de création pure. Voilà une création pure, c'est Solar Impulse. Alors vous voyez cette espèce d'avion extraordinaire avec son pilote émérite qui pendant 5 jours est resté aux commandes pour traverser l'océan Pacifique. Voilà, ça c'est des héros. Ça c'est des héros de la création pure, des gens qui finalement font évoluer le système simplement en inventant des choses nouvelles.
Le grand, le grand, le grand élève de Isidore Isou, c'est naturellement Guy Debord, qui lui est à la base de mai 68. Et pour illustrer tout cela, nous avons mis dans le cadre de notre petite affaire ici, nous avons mis des films établis par, justement par le Guy Debord, qui est le Injirum. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités. De progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Je vous conseille de le regarder comme il faut. On vous a mis dans les annexes de notre vidéo, vous pouvez tout voir, le Injirum, vous pouvez le voir entièrement ou seulement une partie qui fait que 5 minutes, vous pouvez le regarder parce que dans cet élément aussi, Guy Debord explique bien que, comme avec le Injirum, c'est-à-dire que nous tournons en rond et ensuite nous sommes dévorés par le feu. Voilà, c'est l'exemple même de ces papillons africains qu'on appelle des éphémères, qui tournent dans la nuit et finalement ils s'approchent trop près de la flamme et ils sont dévorés par le feu. Ces films montrent bien à quel point notre système économique finit par détruire les gens. Ça détruit les gens parce que notre économie est liée à la science, à la technologie. Elle ne s'intéresse plus vraiment à l'homme. Alors, ne s'intéressant plus à l'homme, eh bien voilà, elle crée une situation qui est un peu totalitaire, dure, extrêmement dure. Donc, je vous invite à regarder ce film. Le troisième de ces films que nous avons mis, c'est après, donc, nous aimerions vous parler d'un film de notre ami le grand Pasolini, qui a fait, avec l'aide d'autres cinéastes, Rossellini, Godard, lui-même et Gregoretti. Ils ont fait un film qui s'appelle Rogopai. Ha deciso, signore? Ho deciso, ho preso in mano la lista adesso. Poi io qui non ci capisco un accidente. Abbiamo due combinazioni, signore. La numero 1, prosciutto e melone, crema d'asparagi, pollo arrosto guarnito, quarto di vino, pane e frutto, crème caramel. La numero 2, ravioli ragguttati, 2 volte game, quarto di vino, pane e frutto, crème caramel. Pollo d'allevamento o pollo ruspante? Di allevamento, signore. Se permette, signore, servo gli altri clienti intanto che lei decide. Papà, che cos'è il pollo ruspante? Cos'è il pollo ruspante? Adesso te lo spiego subito, Dunque, il pollo ruspante, vedi, è un pollo libero che vive in campagna, un po' disordinatamente, senza criterio. Mangia quando può, dorme quando ne ha voglia. Beh, sono rimasti pochi,
pollo d'allevamento no, invece è un pollo che sta lì, nel suo allevamento, mangia ore fisse, cresce un tanto al giorno. E perché tu preferisci il pollo ruspante? Beh, è più saporito, insomma. Forse perché mangia con più appetito, cioè mangia quando vuole e come gli pare, insomma. Anche la cacca se la trova per terra. Sì, sì, un giorno non ha voglia di mangiare, non mangia. Un altro giorno invece si fa una bella scorpacciata e mangia tanta roba. Poi se è un pollo insofferente, corre, scappa, va via, va con le galline, becca, fa del moto, vola via. Come un coyotes? Come un coyotes? Sì, come un coyotes. Beh, insomma, è questo libero, diciamo, arbitrio che molto probabilmente lo rende più saporito, capisci? Beh, il pollo d'allevamento invece no. Il pollo d'allevamento, capirai, fin da quando lui è piccolino, fino a quando è pulcino, viene messo nel suo bel reparto, viene abituato, sottoposto a una disciplina. Insomma, lui non può assolutamente decidere di niente, capisci? Fa soltanto quello che gli dicono di fare. Luce rossa, sveglia. Luce verde, mangiare. Campanello, basta. Luce rossa, dormire. Luce verde, si risveglia. E così via, capisci? Però intanto il suo vitto assicurato e così ingrassa scientificamente, ecco. Insomma, agisce il suo subconsciente. Non hai capito? Insomma, comunque lui non può decidere un bel nagotta. Forse per questo che è meno saporito, perché Ha non deciso, ecco. signore? Sì, vada per la seconda combinazione, mi porti un uovo al tegame. 2 uova al tegame, signore. No, guardi, io ne mangio uno solo, perciò me ne porta uno, per favore. Mi dispiace, signore, ma la combinazione prevede 2 uova, non possiamo mica cambiare. Va bene, gliele pago tutte e 2, però lei me ne porta uno solo. Mi dispiace, signore, ma io devo portargliene 2. E va bene, me ne porti tutte e 2, vorrà dire che uno lo sbatto sotto il tavolo. E può fare l'uso che crede, signore. Com'è antipatica questa prima donna, sai? Donc, qui est, le titre ne veut rien dire, si cela veut dire Rossellini pour Ro, Go pour Godard, et puis Pa pour Pasolini, puis G pour Gregoretti. Et nous avons retenu le film de Gregoretti. Ce film de Gregoretti que vous pouvez admirer, parce qu'on vous l'a mis aussi en entier ou uniquement partiel, s'appelle Il Pollo Ruspante, qui veut dire le poulet de ferme. Le pollo ruspante, en italien, ça veut dire le poulet de ferme, c'est-à-dire le poulet qui court et puis qui est libre, qui est un poulet fermier, on l'appelle aussi poulet fermier. Ce poulet ruspante, qui vient de l'Italie, ruspare et gratter, parce qu'effectivement, le poulet, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas forcément mangeur de maïs, il est essentiellement mangeur de vers, de petites choses qui peuvent sortir de la terre et qui gratte pour pouvoir se faire du bien, etc. Donc, dans le cadre de ce film Il Pollo Ruspante, Monsieur Ugo Tognazzi et son fils, parce que c'est son vrai fils qui tourne avec lui dans ce film, eh bien, ils arrivent dans un de ces restaurants d'autoroute qui traversent toute la route, etc. Et ils vont aller dans ce restaurant. Et là, la serveuse pose la question, est-ce que vous, sur la question du menu, dit, ben, il y a du poulet. Ah, et lui-même, il demande si c'est un pollo ruspante. Alors, elle dit, non, c'est du poulet d'élevage. Son fils, qui a écouté toute la conversation, va lui poser la question, oh papa, qu'est-ce que c'est que le pollo ruspante? Et c'est là où il va expliquer que finalement, le pollo ruspante, c'est un poulet fermier, puis qui fait bien meilleur, beaucoup meilleur qu'un poulet d'élevage, parce que justement, il lui fait toute une théorie sur la façon dont il est élevé, en liberté. Voilà, je vous ai mis des pollo ruspante ici, que vous pouvez voir, qui sont là, regardez avec la... Vous voyez, ils sont abondants, ils sont magnifiques, etc. Mais je vous conseille quand même de regarder, parce que c'est quand même un film qui décrit la situation économique de l'Italie de l'époque, c'est-à-dire dans les années 1965, 66, 68, même 70,
qui montre finalement comment, grâce au crédit, grâce à tout, on peut quasiment tout avoir, on peut quasiment tout acheter. Il suffit de travailler, il suffit d'être prisonnier de ce système, et quand on est complètement prisonnier, ben finalement, on peut aller justement dans le restaurant et manger le poulet d'élevage, parce que finalement, il n'y a plus que ça qui est disponible. Le polo ruspante, c'est déjà beaucoup plus difficile à acquérir, etc. En numéro 4, toujours dans cette idée d'économie au ras des pâquerettes, nous vous avons mis le pire du pire. C'est-à-dire que ceci, c'est le very cheap. C'est très difficile à prononcer pour nous parce que very cheap, ici, ça veut dire very cheap, c'est la puce very. Mais on peut aussi dire very cheap, c'est-à-dire très bon marché, ou very cheap, c'est-à-dire le mouton. Donc, vous voyez, finalement, c'est bien en relation avec nous. Very cheap, c'est la puce, bon marché qui nous rend moutons. Regardez comme ils sont heureux, regardez comme ils sont souriants le jour où ils ont été enregistrés au Nasdaq. Regardez comme ils sont beaux. Aujourd'hui, avec ce système-là, nous sommes revenus 2000 ans en arrière, et je vous présente ici une représentation du chapitre 13, verset 17 de l'Apocalypse, où ici vous avez la bête. Vous voyez la bête, ici, elle est en train de marquer tout le monde, soit dans la main, soit sur le front, parce que si vous voulez pouvoir acheter et vendre, si vous voulez pouvoir exister, comme c'est mis dans ce chapitre, verset 17, eh bien, vous devrez être marqué par la bête, soit au front, soit à la main. Et alors, aujourd'hui, la puce very cheap, dont voilà ici une représentation un peu rebelle, où on montre que cette puce qui a à peine la grandeur d'un grain de riz, tu vois, this is the end, ils ont mis, comme dans la chanson très connue This is the end, et bien ici vous avez ce grain de riz qu'on va vous mettre sous la peau. Et alors ici vous pouvez voir une représentation de cette petite puce qu'on va installer dans la main de cette personne. Alors là c'est vraiment le sommet du sommet, parce qu'il y a des gens qui réclament pour avoir la puce. Comme vous pourrez le voir dans les films qu'on vous a mis, vous pourrez voir que, par exemple, pour aller au Barra Beach Club de Barcelone, eh bien, les gens se font mettre la puce sous-cutanée, c'est-à-dire dans la peau, soit dans la main, soit dans le bras, soit où ils veulent, mais enfin, il faut quand même que ce soit pratique, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de portefeuille. Vous mettez la puce. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire.
Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. Alors la puce, elle est pourvue d'un élément extrêmement dangereux, c'est pour ça que les autres ont mis que c'était la fin, c'est-à-dire que cette puce, elle est RFID, c'est-à-dire que c'est une puce Radio Frequencies Identification Display. Ça veut dire que grâce à ce système, on peut vous identifier, on peut connaître votre nom, votre âge, le nom de votre maman, de votre papa, enfin on peut tout connaître, y compris, et puis surtout, toute l'identification bancaire dont on a besoin. Donc après, on peut se faire remarquer dans le Barra Beach Club, comme vous verrez dans le film, il y a une infirmière qui vous introduit cette puce sous la peau, et puis c'est fini du portefeuille. Dorénavant, il n'y a plus qu'à toucher l'appareil qui enregistre, et puis vous avez payé, c'est tout fait, c'est tout en ordre, c'est fantastique. On va en arriver là, vous voyez, no cash accepted, plus de cash, plus rien du tout. Seulement, cette situation, elle a un danger. C'est-à-dire qu'en Amérique, on s'est aperçu que des gens qui avaient les moyens se présentaient quand même aux soupes populaires où qu'ils essayaient d'obtenir les dons qui sont faits aux pauvres. Alors, pour essayer de contrer ce genre de situation, eh bien, le service social américain a décidé de rendre obligatoire le port de la puce. Et alors, si déjà, pour que les gens puissent manger, il faut qu'ils aient une puce, ça veut dire que maintenant, on touche vraiment au but de ce qui sera le comptoir de concentration financière. C'est-à-dire que vous n'existerez quasiment plus, vous serez vraiment devenu de la pâte à modeler, on vous met la puce et c'est la banque qui décide de tout, de votre crédit, du paiement de votre salaire directement sur le compte, du paiement de votre loyer, tout sera concentré dans le cadre de la banque qui aura un pouvoir extraordinaire et vous existerez malheureusement de moins en moins puisque vous serez les victimes de ce système qui, lui, comme vous avez pu le constater, est allié à tout un système de technologie et toute cette technologie va vous manger et vous serez complètement mangé. Alors, bien sûr, on ne peut pas terminer sur une vue pareille, on ne peut pas quand même dire ben écoutez, non, alors ça c'est vraiment trop, puis alors notre liberté, etc. C'est que avec la puce intégrée, il y aura bien sûr une grosse disparition de liberté, et il y aura peut-être aussi la disparition de l'argent liquide, qui jusqu'ici était le seul argent légal. L'argent plastique ou l'argent chèque ou l'argent convention bancaire, ce sont que des arrangements sur contrat. Ça n'a rien à voir avec l'argent légal qui est uniquement l'argent liquide, c'est-à-dire les pièces et les billets. Alors, pour que vous le sachiez, il y a plusieurs personnes qui ont déjà réfléchi pour vous dans ce genre de situation, et vous verrez que nous avons mis deux films qui vous montrent comment des gens travaillent avec ce qu'ils appellent le sel, comme un grain de sel, si vous voulez, par rapport au grain de riz, ben, c'est très joli. Donc, ce sel qui veut dire système d'économie locale, eh ben, c'est un échange qui se fait, c'est tout un système de troc qui a été mis au point,
et qui existe quasiment partout maintenant en Europe. Vous verrez 2 films à ce sujet que nous avons joints à notre vidéo qui sont très intéressants, surtout celui de monsieur Marc-Louis Guizy, qui montre comment finalement, vous pourrez même le regarder en entier si vous voulez. C'est difficile, mais it happens, c'est là, c'est en train de se passer. Au-delà de ressasser ce que tu ne fais pas d'ailleurs, les crises écologiques, sociales, financières, que tout le monde connaît, tu dis que c'est un système qui est en train de mourir. C'est-à-dire que c'est un modèle de civilisation, un modèle d'organisation de la société. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Quel est ce modèle qui est en train de mourir? Très rapidement, nous sommes comme à une super époque de Renaissance. Mais la Renaissance, ça a pris 1, 2, 3 siècles. Ici, tout se passe en 20 ans. La Renaissance, c'était quoi? Là, je suis un peu marxien. On change d'outil de production. Donc, comme on est passé de l'élevage à l'agriculture, il y a 5000 ans, puis de l'agriculture à l'industrie, et puis maintenant on passe de l'industrie à la société de la connaissance, c'est-à-dire l'immatériel. Alors, M. Marx, qui n'était quand même pas un imbécile, c'était un excellent sociologue, a dit, quand vous changez d'outil de production, vous changez de Weltanschauung, vous changez de vision du monde. Quand vous êtes dans votre champ en train de cultiver la terre, ou bien si vous êtes dans une usine comme Charlie Chaplin à tourner des roues, votre vision du temps, de l'espace, du divin, du sens de la vie change complètement. Eh bien, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ça. Nous quittons la société industrielle avec sa vision matérialiste, mécaniciste, orientée sur la machine, où l'humain est un bazar qui se trouve en dessous de la machine, et si on peut se passer de l'humain et mettre plus de machines, c'est encore mieux. On passe de cette vision-là à une nouvelle vision où l'outil, où est-ce qu'il est l'outil de production? Le nouvel outil de production, il est là. Et donc l'outil de production rentre à la maison tous les soirs. Il n'y a plus... Le patron, il ne peut plus posséder, ou le syndicat, posséder l'outil de production. Il peut le manipuler, mais pas le posséder. Et donc, si vous n'êtes pas gentil avec votre personnel, il va aller chez le concurrent, avec son outil de production. Et vous, il vous reste des fils et des ordinateurs et un peu de capital, mais vous n'avez plus rien. Et donc, c'est en ça que nous sommes dans une époque post-capitaliste. C'est pas la gauche qui le dit, c'est la droite. Ça, c'est le paradoxe. C'est le pape du management, Peter Drucker, qui le dit, et la gauche n'a toujours pas compris qu'on a sorti du débat capitaliste. Mais voilà, une partie des entrepreneurs l'a compris, très peu dans les syndicats, très peu dans la gauche. C'est étonnant. Qui montre comment, finalement, même lui qui était un pur intellectuel, eh ben, ils se sont aperçus qu'il avait fait, quand il était jeune, des études scientifiques, et alors on lui a donné, dans le cadre du sel, on lui a donné le titre d'électricien, donc il peut réparer des choses pour les gens, donc il a aussi quelque chose à troquer. Donc ce que j'offre, c'est des coupes de cheveux. En matière d'offres, c'est des coupes de maths, rattrapage de maths. J'ai besoin, entre autres, d'aide au niveau du rangement. Ah mais ça c'est moi, j'adore ranger. Je pense que les personnes sont vraiment en recherche d'une autre manière d'être dans la société et d'être ensemble dans la société. Et je crois que c'est ça qui fait le succès du sel. J'ai retrouvé, c'est un peu drôle à dire, mais un statut social. Au sein du sel, tout le monde est valorisé. Végétarien. Tu prends, tu mets là-dessus, et puis tu montes gentiment. À demi-centimètre. Voilà. Et ça a été d'abord, je pense, l'occasion aussi d'apprendre un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu apprendre sans le faire avec des gens du sel. Ben voilà, j'adore le travail. Ce que je trouve aussi, c'est un fait, on est peut-être vieux, âgé, mais
on est entouré de plus jeunes et c'est ça qui est On très trouve sa dynamisant. place. Quoi. On trouve sa place. Ce que je pense, c'est qu'on est vraiment un changement de société. Et je pense que ce qu'il y a de riche dans le sel, c'est qu'on expérimente un certain nombre de choses qui pourront probablement être très très utiles dans un avenir à court terme ou à moyen terme. Donc, ça veut dire qu'on rejoint tout le système que nous avions vu avant, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ici il y a un monsieur qui se fait appeler Daniel Suello. Ce Daniel Suello, qui s'appelle comme ça dans la réalité, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « L'homme qui renonça à l'argent ». Et lui, il vit dans une grotte du Utah. Il fait même pas le sel, lui, il fait que de la récupération. Il récupère tout ce qu'il peut récupérer, il accepte même les dons, même qu'il ne redonne rien, il s'en fiche parce que lui, ce qui l'importe, c'est d'être libre. Voilà. Et pour qu'on ne termine pas sur une note trop pessimiste et puis qu'on apporte quand même une conclusion qui soit sympathique à notre petite affaire, pour pas que après on dise « Oh, mais alors, ça c'était vraiment trop, vraiment, si on va même finir, etc. » Vous aussi, quand vous êtes jeune, vous avez joué au jeu de loi. Alors je vous ai mis le jeu de loi ici, vous voyez, et POM! Voilà, le numéro 29. Vous êtes en prison. Ah, mon Dieu, comment je vais sortir de prison? Ah, il faut faire le double 6. Bon, je vais essayer. Ah, voilà, j'ai fait le double 6. Alors, je peux continuer? Non. Tu ne continues pas. Dans le jeu de loi, la règle, c'est que quand tu as été en prison, que tu as fait le double 6, eh bien, tu recommences. Eh bien, voilà. Toute l'idée, elle est là. L'idée, elle est de recommencer. Elle est de recommencer en prenant comme base, d'une part, la liberté, et d'autre part, le possible. Tout est possible, je vous le dis, et c'est en fait ma conclusion. Essayez de voir les choses sous la forme d'une certaine liberté, accepter tous les possibles, accepter que ce soit toujours possible, et que vous puissiez être heureux. Plutôt que de vous retrouver dans un système avec une puce, eh ben, vous essayerez aussi de voir mieux la liberté. Et pour ce faire, je vous ai écrit un petit poème que je vais vous lire. Alors, voilà. Voilà, mes amis. En conclusion, je vous ai fait ce petit poème qui s'appelle « Être à sa chose ». 1. Celui de la ville a dit « Je marche dans les rues ». Celui du bocage a dit « Je m'enfonce dans les bois ». Celui de la côte a dit « Je m'allonge sur la plage ». Celui des rochers a dit « Je grimpe sur les hauteurs ». Refrain. Rang, plan, plan, fuyons les bords du fleuve reposant. Fuyons le râle du cygne mourant. Rang, plan, plan, fuyons le monde agonisant. Fuyons les robots trop puissants. 2. Contrastant la rigueur des gris, un sourire féminin se cercle de rouge. Écrasant l'humus qui sent, un sanglier s'efface. Glissant l'écume de la vague, un son siffle l'idée du sel. Gagnant l'effort du sommet, un regard loin cligne le panorama. Refrain. Plan, 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 fuyons les bords du fleuve reposant, fuyons le râle du cygne mourant, rang, plan, plan, fuyons le monde agonisant, fuyons les robots trop puissants. 3. Le tronc noir du tilleul sointe sous la pluie apaisante. La feuille de l'être se déplie sans être apparente, sans aide apparente.
Eau et sable se marient dans la cadence refluente, le vertige des cimes teinte dans l'omerta glaçante. Envoie, fini le fric gluant, on veut que ça change. Fuyons le trafic puant du New York Stock Exchange. Voilà mes amis, à la prochaine.